En prenant la parole aujourd'hui, permettez-moi de m'adresser à vous dans une intimité toute relative. Je tiens à signifier que tous mes mots vous sont dédiés, car seuls, vous ici, pouvez sans doute témoigner d'un temps et d'un homme de l'unique manière légitime qu'il soit. Je suis heureux que vous ayez eu la force et la délicatesse de prononcer votre adresse. C'est un insigne honneur que vous nous avez fait et nous le mesurons à sa juste valeur. Je vous prie donc de bien vouloir pardonner, madame, les quelques écarts ou imperfections que je pourrais commettre en évoquant la mémoire du lieutenant-colonel Charles Gilbert de la Chapelle. D'ailleurs, je ne m'aventurerai pas à entamer le récit de sa biographie, car nous avons tous en tête le parcours d'un homme dont la vie s'entremêle étroitement avec la France et l'histoire. Réduit à la médiocrité du matérialisme et du confort, nous mesurons mal désormais la hauteur nécessaire pour demeurer debout dans le tourbillon des guerres et des engagements du XXe siècle. Certes, j'appartiens à une génération qui a pu fréquenter de tels hommes. Certes, j'ai connu, entendu les récits de ceux qui avaient combattu pour la France aux instants les plus désespérés. Certes, à l'époque du lycée, j'ai ressenti au plus profond de moi-même l'amertume de la trahison et de l'abandon de l'Algérie. Cependant, je ne peux en toute vérité prétendre à un récit exhaustif et lapidaire de la vie du lieutenant-colonel de la Chapelle. Je préfère vous confier, madame, les raisons profondes et nécessaires qui ont guidé le choix de notre conseil municipal pour nommer cette infrastructure et ainsi rendre hommage à la mémoire de feu votre époux. Ces raisons tiennent en deux mots, le souvenir et l'honneur. Deux mots si riches de sens que nous pouvons en extraire plusieurs idées. L'honneur du souvenir, bien sûr, mais aussi et plus sûrement le souvenir de l'honneur. Tout d'abord, il faut que je rende à César ce qui est à César et dise que l'initiative première de ce baptême revient à une suggestion de la responsable du Souvenir français d'Orange. Le Souvenir français est une association patriotique extrêmement impliquée dans la vie publique orangeoise. Ensuite, il faut que je raconte que ce modeste giratoire n'est pas celui qui aurait dû porter votre auguste nom. Le rond-point sur lequel trône le char un peu plus en aval d'ici devait se nommer ainsi. Mais le départ du premier REC en 2014 a chamboulé ses prévisions et c'est un autre chef de corps qui reçut prématurément les honneurs. Attachés à tenir notre parole, nous avons enfin pu, à 5 ans plus tard, réaliser le vœu de nombreux Orangeois en décidant d'inscrire votre lieutenant-colonel à la nomenclature de la ville. Dès lors, j'en viens au devoir de préserver le souvenir et la mémoire. Je sais que ces mots sont aujourd'hui galvaudés, tout à la fois par les fleuristes de Toussaint, et j'attache une grande importance à redonner leur plein sens aux mots et particulièrement à ceux-ci. Jamais nous n'avons connu autant de journées commémoratives inscrites à l'agenda de la République et jamais les dites journées n'ont eu moins d'écho dans les cœurs et les esprits. Quel sens cela a-t-il d'honorer le sacrifice de ceux qui sont morts pour la patrie à l'heure où l'invasion et la vente du pays sont encouragés par ceux-là même qui ont la charge de le défendre? Les trois couleurs sont tissées en haut des mâts, quelques airs militaires retentissent encore dans les cimetières, la population est de moins en moins présente, et bientôt, tout cela s'assoupira dans l'ignorance et le mépris, dernier refuge des veules et des cyniques. Or, j'ose croire, madame, que vous n'attendez pas cela de nous. Nous ne sommes pas là en effet pour faire comme si, pour faire semblant, pour nous croire encore un peu français alors que tout nous dit le contraire. Ce que vous attendez de nous, comme aussi beaucoup d'autres hommes en beaucoup de lieux de la terre, ce sont les idées libératrices qui porteront partout le signal de l'insurrection de l'esprit lorsque nous aurons, à Dieu ne plaise, déçu cet espoir. Nous ne mériterons plus de porter le nom de nos pères, nous ne mériterons plus d'être appelés Français. Cet avertissement de Bernanos date de 1946, mais comme tout ce qui est universel, il est d'une brûlante actualité.
Alors aujourd'hui, nous voulons encore, à l'image du baron, mériter du nom de Français. Nous voulons, par la transmission de sa mémoire, vivifier, incarner, montrer la permanence de ce qui a fait la grandeur de notre nation, la valeur de notre civilisation. Notre devoir de mémoire n'est pas une obligation desséchée. Nous n'appartenons pas au sépulcre branchi des bienséances formelles. Nous sommes ici parce que nous croyons. Nous sommes ici devant vous parce que nous osons. Le chancre des mauvais rêves attaque encore les derniers piens sains et vigoureux. Peut-on rappeler ce qu'est l'honneur français, ce qu'est la noblesse d'un nom, ce qu'est la responsabilité d'un acte et le sens d'une parole donnée? L'immense troupeau des traîtres qui se lève vis-à-vis d'un seul homme montre les crocs pour salir l'histoire et la mémoire de ceux qui ont maintenu. Derrière ces atavismes demeure l'irréductible volonté démoniaque de s'attaquer à ce qui est pur et droit, de diviser les cœurs nobles, de renverser les hiérarchies de l'esprit, d'abattre la morale qui caractérise un honnête homme. Creusez, approfondissez, et vous trouverez toujours derrière le mensonge le même auteur, le malin, qui se repaît des âmes viles et des esprits trompés. En nous souvenant du lieutenant-colonel de la Chapelle, cavalier et légionnaire émérite, nous ne poursuivons pas une idéologie. Nous ne mettons pas en avant un parti ou une matrice politique. Nous promouvons, en revanche, une certaine conception du monde, celle des hommes d'honneur, celle des derniers chevaliers. Là où l'esprit chagrin ne voit qu'exaltation de l'impérialisme colonial, nous désignons un type d'homme en exemple et non de fausses idées. Nous ne théorisons pas, nous contemplons l'homme d'action. Nous nous souvenons de celui qui a préféré à sa carrière sa parole de soldat, celle de ne pas abandonner une nouvelle fois les populations pour lesquelles il s'était battu. Il est important de saisir à quel point ces officiers et ces hommes, à peine sortis de la fournaise de la Seconde Guerre mondiale, ont été projetés dans le chaos des guerres fratricides, excités par la subversion marxiste et les jeux de pouvoir des grandes puissances. Au milieu de ce chaos, des hommes ont tenté de maintenir la gloire des armes françaises, mais aussi l'esprit civilisateur qui les a toujours portés. La volonté de ces hommes n'a jamais été d'asservir les peuples, mais au contraire de servir ceux qui leur avaient confiance donnée. En Indochine, cela se termina par les abandons, les camps du Viet Minh et le terrible sentiment de la défaite, l'impression d'avoir été sacrifiés pour rien. 2 ans après, les mêmes hommes sont envoyés en Algérie et la plupart des survivants se promettent de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Ces anciens résistants et soldats des forces françaises libres croient la parole d'un homme qui prétend se placer au-dessus des partis et du désordre politique de la République. Finalement, la terrible réminiscence de l'Indochine ressurgit dans les Aurès et lors des données de livret des Français, terre et sang compris, à la lame des Moudjahidines. Français, Européens ou Français indigènes, tous, sans distinction de classe ou de loi, sont abandonnés à leur sort malgré la présence et la victoire militaire. Face à cela, une petite minorité d'officiers, suivis par des soldats fidèles à leur chef exemplaire, ont choisi la voie risquée et difficile de l'insubordination pour sauver ce qu'il demeurait de l'honneur. Avez-vous bien compris dans quelle erreur des aventuriers vous ont fait tomber? Demanderont les juges, calculateurs et carriéristes au baron de la Chapelle. Lequel répondra: on juge une politique à ses résultats, on ne juge pas l'honneur sur des résultats. À travers des hommes qui ont connu la gloire des héros et l'opprobre des parias, la chaleur des victoires et le froid des géoles, à travers la mémoire de Charles Gilbert de la Chapelle, si semblable à son compagnon Élie de Noix de Saint-Marc, nous avons le souvenir de l'honneur. Que leur manne ensemence les esprits des nouvelles générations qui ont pour devoir et mission de se dresser contre l'esprit de trahison et la peur des résignés.
Ce ne sont pas ceux qui veulent vivre dont l'histoire se souvient, ce sont ceux qui vivent pour ce qui les dépasse. Il n'y a pas d'aboutissement plus logique à la haine que la détestation de soi. L'enfer se lit lui-même, faute d'être capable d'aimer. Pour comprendre le destin de ce chef de corps du 1er régiment étranger de cavalerie, il faut être capable d'imaginer ce que peut représenter d'amour et de don de soi l'engagement d'un militaire prêt à mourir au feu et à la société. Je sais, madame, que vous l'avez assisté dans cette épreuve et je vous dis ici toute mon admiration. Je sais que Charles Gilbert de la Chapelle a mené sa vie durant le bon combat et qu'il n'aurait sans doute pu le faire sans une telle femme à ses côtés. J'espère, madame, que le souvenir de l'honneur de votre mari ensemencera les futurs mérites de notre nation. Nous n'en aurons été alors que les simples passeurs et nous vous remercions de nous l'avoir permis. Merci.